Nous sommes à Banda, une île minuscule située entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, aux frontières de l'Indonésie. Ces gens ne célèbrent pas un moment heureux, mais plutôt un deuil. Chaque année, ils font revivre leur tragédie passée. Ces danses commémorent l'épisode le plus sanglant de leur histoire, car la minuscule île de Banda était autrefois l'endroit où se trouvaient les épices les plus recherchées au monde. Et les Européens ne reculèrent devant rien pour s'en emparer. Ce qui les attirait là étaient des substances qui transformaient l'ordinaire des repas en fête quotidienne, une sensation de plaisir qui justifia des massacres. Depuis que nous avons découvert les voyages et le commerce, nous avons toujours voulu améliorer notre alimentation. Nous avons ramené des produits exotiques de très loin, transformant nos simples aliments en de pures sensations. Pour découvrir ces produits, les Européens partirent à la conquête du monde. Ils allaient découvrir de nouvelles terres et de grandes richesses. Pour certains, cela pouvait représenter d'énormes profits. Pour d'autres, d'énormes sacrifices. Voici l'histoire des plaisirs de la nourriture. Une histoire qui nous emmènera bien au-delà du simple plaisir d'un bon repas. Le plaisir de manger ne s'arrête pas à la saveur elle-même. Comme nous le verrons, certains des aliments que nous recherchons peuvent être bizarres, exotiques, parfois mystérieux. Certains sont même mortels. Notre histoire commence dans le désert d'Arabie. Plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, les caravanes traversaient les déserts transportant des marchandises précieuses, d'origine inconnue. Ces produits, disaient les marchands, provenaient de lacs dangereux et s'étaient échappés des becs d'oiseaux gigantesques. Quelle que soit leur provenance, tous ceux qui voyaient ces marchandises étaient d'accord. Elles avaient des propriétés magiques qui sublimaient le goût de tout ce qu'elles touchaient. On les connaissait sous le nom de species, ce qui veut dire substance en latin. Nous les nommons épices. Rome. Le centre d'un immense empire était la destination finale de ces marchandises. Les Romains les plus fortunés se prirent de passion pour les épices. Pour nous, l'Italie représente toujours un monde où nourriture et sensualité se confondent. Sur une terrasse ombragée, quelques pâtes fraîches, une table pour deux et les joies d'un tête-à-tête romantique. Les ancêtres romains de ces deux jeunes amoureux ont sans doute vécu la même scène, mais ils étaient sans doute allongés. Les empereurs romains adoraient les banquets et voulaient en conserver la mémoire. Le premier de tous les livres de cuisine fut écrit au 1er siècle de notre ère par un gourmet du nom d'Apicius. Pour comprendre ce qu'était une table romaine, il faut se rendre à Tivoli, une petite ville endormie proche de Rome. On y trouve là un restaurant au milieu d'un jardin où se dresse un temple vieux de 2000 ans. Le docteur Eugenia Salsa Prina Ricotti est archéologue. C'est une des spécialistes les plus renommées de la cuisine de la Rome antique. Avec son assistant Francesco, elle prépare une fricassée de poulet aromatisée d'une sauce du nom de garum. Pour obtenir du garum, les Romains utilisaient des entrailles de poisson, laissées au soleil à fermenter. Mélangées avec du sel et des herbes, on l'utilisait dans tout, un moyen bon marché de donner du goût à la nourriture. Les Romains étaient obsédés par les goûts nouveaux. C'étaient aussi des cuisiniers très inventifs. Le docteur Ricotti a préparé un dîner typique d'une maison romaine de l'époque. J'ai préparé ce repas selon de vieilles recettes et en utilisant les ingrédients appropriés. Le repas commençait avec des œufs et de la laitue. Mais à cette époque, on pensait que la laitue affectait la virilité masculine.
Les Romains y ajoutaient la roquette, dont la vertu aphrodisiaque compensait celle de la laitue. Ceci est un jambon en croûte, une recette que j'ai trouvée dans le fameux livre de la cuisine d'Apicius. Il ressemble à nos jambons en croûte actuels. Il est très proche du jambon de Virginie. Il y avait toujours des fruits suivis par les desserts. Ce dessert-ci, je ne l'ai pas trouvé dans un livre, mais sur une fresque. C'est l'ancêtre de la cassate sicilienne. Et ici, nous avons l'ancêtre de la crème caramel. Mais dessus, ça n'est pas du chocolat, comme on pourrait le penser. Non, c'est du poivre. Les Romains adoraient le poivre et en mettaient partout. Les épices ajoutaient goût et couleur au mets et permettaient aussi d'étaler sa richesse. Plus le maître de maison était riche, plus les épices étaient précieux. Au 5e siècle après Jésus-Christ, lorsque les hordes barbares arrivèrent victorieuses aux portes de Rome, ils exigèrent de l'or, de l'argent, mais aussi 3000 livres de poivre. Personne ne sait exactement quand les épices furent utilisées pour la première fois. Mais il est probable que lorsque les problèmes fondamentaux de nourriture furent résolus, on se préoccupa alors de saveurs. Herbes, graines, voire même écorces d'arbres entrèrent dans la composition des repas. Graduellement, les arômes transformèrent nos repas insipides en des expériences excitantes. De nos jours, nous sommes saturés de saveurs violentes et il nous est parfois difficile d'imaginer la fadeur des repas d'autrefois. Les épices furent les premiers agents de saveur et les gens en raffolaient. Pourtant, personne en Occident ne savait où les Arabes les obtenaient. Il faudra attendre plus de 1000 ans pour que les Européens se décident à faire commerce des épices. Au début du XVIe siècle, les Européens prennent la mer, espérant améliorer leur ordinaire. Ce fut l'âge des grandes conquêtes maritimes. Cette quête des épices transforma le monde. L'Amérique fut découverte, l'Afrique contournée et l'Inde conquise. Les cartes existantes durent tout être redessinées. Voici l'endroit où enfin les conquérants des mers trouvèrent le trésor. Au milieu de l'océan, entre l'Australie et l'Inde, il existe un endroit trop petit et trop à l'écart des grandes routes maritimes pour figurer sur les cartes. Banda, un groupe de 6 petites îles tropicales, appartient à l'archipel des Moluques en Indonésie. L'île sera le théâtre de batailles acharnées, parmi les pires qu'ait jamais connu l'histoire de l'alimentation. C'était une île paradisiaque, couverte de fruits exotiques, inconnus des Européens. Et là, pour la première fois, ils découvrent l'origine de leurs épices. Pas de lac mystérieux, pas d'oiseaux monstrueux. Ces arômes précieux poussaient littéralement sur les arbres. Certains, comme la cannelle, étaient même de véritables arbres dont on prélevait l'écorce. La cannelle était un des 4 épices les plus recherchées au monde, avec les clous de girofle, la muscade et les noix de muscade. La muscade y poussait en abondance et pour la première fois, ils voyaient le fruit mûr, enveloppant la noix. Il s'agissait bien d'un fruit, et encore plus rare qu'on pouvait le penser. Car toute la muscade acheminée vers l'Europe provenait uniquement de l'une de ces îles. De nos jours, les plantations de muscade appartiennent aux villageois qui utilisent les mêmes méthodes de cueillette depuis des siècles. Ils se servent d'une longue perche de bambou, appelée guigui. Un panier attaché à son extrémité permet de cueillir délicatement le fruit.
La gangue rouge et la noix qu'elle entoure sont séparées, puis conditionnées comme deux épices différents. Pendant des siècles, la muscade a tenu un rôle important dans nos imaginations. Longtemps, on lui attribua des propriétés magiques pour soigner les maladies, que ce soit la lèpre ou la maladie d'amour. On dit aussi que c'est la muscade qui est l'ingrédient secret du Coca-Cola. La noix de muscade n'est pas seulement un épice. Elle contient aussi de la myristicine, un hallucinogène qui, absorbé en grande quantité, peut être dangereux. Quelle qu'en soit l'utilisation, il faut d'abord la sécher précautionneusement. Vous voyez? Maintenant, elles sont sèches. Le feu les sèche très bien. Les voyageurs arrivant à Banda s'étonnèrent de voir comment poussaient les épices, mais surtout comment ils étaient consommés. Les épices étaient si abondants que les Bandanais en mettaient dans chaque plat, avec une générosité digne des rois et des empereurs. Cette mixture est très relevée. Gingembre, curcuma, poivre, ail, poivron, auquel on rajoute du lait pour adoucir la préparation. On la sert avec du riz cuit dans des feuilles de bananier et des œufs accompagnés d'une sauce épicée. D'autres ingrédients sont ensuite ajoutés à cette base. Légumes, noix de coco émincées et enfin la noix de muscade, avec sa gangue pas même râpée. On l'utilise ainsi complète. Les insulaires ne sont pas les seuls à se gorger d'épices. Les pigeons aussi. Jusqu'à ce que les Bandanais s'en régalent à leur tour. Ces oiseaux se délectent de muscade et d'amandes. Et lorsque vous les cuisez, vous n'avez vraiment pas besoin d'y ajouter d'autres épices. Des pigeons tout épicés, l'équivalent naturel de nos plats préparés. Dès qu'ils débarquèrent à Banda, les Européens se mirent à commercer avec les insulaires. Ils embarquaient la muscade qu'ils revendaient chez eux 300 fois plus cher que ce qu'ils l'avaient acheté sur l'île. Pour les échanges, les Portugais, les Espagnols et plus tard les Anglais apportèrent des couteaux, du cuivre, de la porcelaine et des préparations pharmaceutiques. Pendant un temps, ce commerce fut paisible. Puis vinrent les Hollandais et tout changea. Bootsman, heb je wel eens van werken gehoord? Laat maar kak, ga dan een beetje naar links. Les Hollandais se débarrassèrent d'abord de la concurrence, au cours de terribles combats où leur supériorité de feu fit la différence. Ils établirent des forts pour protéger toutes les approches des îles. Mais ils étaient aussi de fins diplomates, ou du moins le pensaient-ils. Ils échangèrent avec les Anglais l'île bandanaise de Roon contre l'île de Manhattan, en Amérique du Nord. Les Hollandais ne voulurent pas en rester là. Non contents de les contrôler, ils s'attaquèrent les îles après avoir réquisitionné les embarcations des indigènes. Toutes les autres récoltes furent détruites. La muscade et le clou de girofle ne pousseraient plus que dans leurs propres plantations. Et ce n'était pas fini. Pour prévenir toute insurrection, les Hollandais passèrent bon nombre d'insulaires au fil de l'épée. Et comme ils ne voulaient pas se salir les mains, ils firent venir des samouraïs pour accomplir la besogne. Ces perches de bambou servirent à exhiber les têtes des chefs villageois après leurs exécutions.
Les Bandanais commémorent ce massacre chaque année en exécutant des danses guerrières, appelées Chakalele. 15 000 personnes périrent, ne laissant que 600 survivants sur l'île. Pendant les 200 ans qui suivirent, les Hollandais contrôlèrent le marché mondial de la muscade. Ce fut le fondement de leur économie et contribua à l'âge d'or de la peinture flamande avec Rembrandt et Van Dyck. De nos jours, la Hollande n'a plus le monopole de la muscade, mais elle en reste le premier négociant en Europe. Et la muscade vient toujours de Banda. L'entrepôt de la compagnie Furstechen à Rotterdam est resté tel qu'autrefois. Mais les emballages, eux, ont bien changé. Des recherches entreprises dans ce laboratoire s'appliquent uniquement aux épices. La compagnie veut rester leader dans son domaine. Elle compose et vend des mélanges tout préparés pour la cuisine. Dans la salle des tests, les cadres de la société accomplissent un rituel hebdomadaire. Il s'agit d'évaluer la saveur des plats, cuisinés avec les nouveaux mélanges d'épices développés dans leur laboratoire. Tout doit être parfait, et seuls les meilleurs produits figureront sur les présentoirs, puis sur nos tables. Parmi les mélanges testés ici, vous ne trouverez ni vésicule biliaire d'ours, ni poudre de cheval de mer. Nous n'inventons rien. Ces substances existent en Chine, où les plaisirs de la table sont pris très au sérieux. En Chine, l'exotisme est une obsession nationale. Pour passer une bonne soirée à Pékin, le meilleur restaurant est le Jingsheng Seafood Palace. Dans leur quête des plaisirs de la chair, les Chinois ont très largement dépassé le stade des épices. La spécialité ici, ce sont les nourritures aphrodisiaques. Nous sommes ici dans le temple des plaisirs. Il y a un sauna à l'étage et la beauté est le critère de recrutement pour le personnel. Les aphrodisiaques sont très appréciés en Chine, mais sous une forme ou sous une autre, les aphrodisiaques se retrouvent dans toutes les cultures. Ce restaurant propose 600 plats différents, et la plupart d'entre eux sont supposés avoir un effet magique sur votre pouvoir attractif, voire même sur votre fécondité. En Chine, on trouve des serpents partout. Un plat de serpent est considéré comme un excellent tonique si vous vous sentez un peu mou. Il renforcera vos facultés sexuelles et réchauffera votre sang. Une tortue de mer, également un puissant aphrodisiaque. Il existe une recette secrète pour la préparer. Mais pendant que ces messieurs choisissent les plats les plus sexy, ces dames leur préfèrent des plaisirs plus sensuels. La fraîcheur est fétiche en Chine. En chinois, le mot frais signifie aussi délicieux. Ces crevettes éméchées, arrosées d'alcool, sont rapidement ébouillantées et aussitôt servies. Les crevettes éméchées sont supposées être souveraines contre l'impotence ou le manque de lait après l'accouchement. Pendant
Pendant ce temps, la tortue et le serpent sont prêts à être servis. Et voici l'anguille qui était dans l'aquarium à l'entrée du restaurant. Et voilà enfin la tortue. Ses secrets sont enfin révélés. Pour parfaire son goût, elle a été farcie d'un petit pigeon. Ces messieurs quittent le restaurant à la recherche peut-être d'autres plaisirs. Mais plus à l'est, il y a d'autres surprises. Pour ce qui est des plaisirs culinaires les plus extrêmes et les plus rares, les Japonais surpassent tout le monde. Le poisson rentre dans la composition de chaque repas japonais, et ceci explique pourquoi Tokyo a le plus grand marché aux poissons du monde. On y trouve aussi une salle de classe bien particulière où des apprentis cuisiniers apprennent à préparer le fugu. Notre alimentation fait intervenir 4 sensations gustatives principales: salé, sucré, épicé et acide. Mais à celle-ci, les Japonais y ajoutent une 5e, le goût de la mort. Le fugu contient un des poisons les plus violents qui soient. Un seul poisson peut tuer 13 personnes. Bien sûr, on enlève les parties mortelles avant de le consommer. Mais dans certains restaurants, les connaisseurs aiment qu'on y laisse une infime quantité de poison. Cela leur procure une sensation orgasmique. Il faudra 10 ans à ces apprentis pour savoir comment préparer le fugu. Un tel apprentissage fait toute la différence entre la vie et la mort. Les ovaires, les intestins, le foie et les yeux sont les parties les plus dangereuses. Dans les restaurants comme celui-ci, le fugu est un des mets les plus chers au menu. Pour un tel dîner, il vous en coûtera quelques 3500 francs. Les clients doivent donc être très prudents dans le choix du restaurant et surtout dans le choix du cuisinier à qui ils vont confier leur vie. Si tout va bien, le client pourra relater son expérience. Sinon, il se sentira mal, sa bouche piquera, il lui semblera que des insectes lui grimpent sur tout le corps, ses pupilles se dilateront et lentement, il aura une paralysie cérébrale. Conscient de son état, il ne pourra même pas appeler au secours. Tout sera terminé en 15 minutes. Au moins, il n'aura pas à régler l'addition. Le soin avec lequel le cuisinier isole les parties empoisonnées souligne bien la réalité du danger. Chaque année, le fugu fait des dizaines de morts. Il y a quelques années, le nom d'un des acteurs kabuki les plus célèbres, Mitsugoro Bando, vint s'ajouter à la liste. Ce flirt avec la mort est si excitant qu'il attire aussi bien les clients japonais que les touristes et les hommes d'affaires occidentaux. Nous attendons de la nourriture qu'elle ait bon goût. Mais nous avons aussi pu voir qu'il y a aussi bien d'autres plaisirs attachés à la nourriture. Plaisir d'étaler sa fortune, plaisir sexuel, et même, comme nous venons de le voir, une façon de goûter à la mort.